Public Sénat, France 24 et RFI présentent... Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe, cette semaine européenne et toujours sous le signe d'interrogation sur la stratégie vaccinale de l'Union et la croissance soutenable post-Covid. Et pour en parler, nous recevons l'eurodéputé français vert Yannick Jadot. Votre actualité de la semaine d'ailleurs, c'est votre rapport sur la taxation aux frontières, taxation carbone de l'UE. Bonjour à vous Yannick Bonjour. Jadot. Militant toujours de la cause écologiste, vous êtes élu au Parlement européen en 2009 et depuis, vous n'avez pas quitté les bancs de cette assemblée. Très bien réélue en 2019 à la tête de la liste Europe Écologie Les Verts. Elle est arrivée en 3e position avec plus de 13% des suffrages exprimés. Une force électorale qui vous donne des ailes. Depuis, vous faites partie des candidats pressentis pour la présidentielle de 2022. Alors Yannick Jadot, cette semaine apparaît plus fragmentée que jamais. Et l'Union européenne incapable de maîtriser sa stratégie vaccinale, alors que les Britanniques qui viennent de nous quitter font clairement mieux, réussissent leur campagne de vaccination. Ça vous étonne ? L'Union européenne, quand elle s'est saisie de la vaccination, a eu une très bonne initiative qui était l'idée de regrouper les capacités des différents États membres en matière de négociation et d'achat de vaccins. L'Union européenne s'est pas beaucoup trompée finalement sur les sociétés qui ont été shortlistées, qui ont été retenues. Il y avait plus de 150 candidats. Finalement... La plupart des laboratoires qui ont été retenus vont fournir des vaccins. Et puis l'idée d'acheter collectivement et qu'il n'y ait pas autour des vaccins ce qu'il y avait eu autour des masques, les États européens se volant les masques, y compris sur les tarmacs chinois, l'idée de travailler ensemble, c'était une très bonne idée. La difficulté qu'on a eue, c'est que les personnes qui ont géré la négociation avec les laboratoires n'étaient pas les bonnes personnes. Il aurait fallu, plutôt d'ailleurs, maintenant il est dans le jeu, c'est le commissaire Breton, qui connaît les firmes, qui connaît les situations de crise et qui les aborde d'un point de vue industriel. Il aurait fallu quelqu'un de beaucoup plus dynamique, beaucoup moins frileux, à la fois pour négocier avec les laboratoires. Finalement, la question du prix, quand on voit le coût de cette pandémie, est assez anecdotique presque, mais surtout taper du poing sur la table pour avoir des quantités massifiées, la production et l'accès aux vaccins. Alors dites-nous Yannick Jadot, vous avez eu des mots très forts il y a quelques jours, vous vouliez porter plainte contre la Commission européenne. Bien sûr. Nous avons engagé ce bras de fer avec la Commission européenne pour dire nous voulons les citoyens européens méritent la transparence sur ces contrats. Donc on est dans le processus d'échange de lettres, parce que c'est un processus très encadré, d'échange de lettres avec la Commission pour bien garantir que la Commission ne veut pas être transparente. Et effectivement, nous irons devant la Cour de justice européenne pour imposer à la Commission son devoir de transparence. Sur la question des quelques États qui aujourd'hui s'adressent à d'autres fournisseurs, d'autres laboratoires, que ce soit les laboratoires où il y a déjà des autorisations, mais aussi évidemment les vaccins russes et les vaccins chinois. Moi, là, je crois que la seule réponse à ça, c'est à la fois aujourd'hui pour l'Union européenne d'imposer ce qu'on appelle la licence obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dans le droit français, dans le droit européen, dans le droit international. On récupère les brevets, on compense les laboratoires, mais on récupère les brevets pour massifier la production en situation de crise sociale, de crise économique, de crise sanitaire évidemment, de détresse psychologique majeure dans l'ensemble du monde, on se laisse balloter par l'agenda des laboratoires qui veulent évidemment récompenser leurs recherches. Mais franchement, l'Europe va dépenser probablement 20 milliards d'euros ou plus dans la vaccination. Pareil pour les États-Unis. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre les équipes de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca
AstraZeneca et d'autres autour de la table pour nous faire les meilleurs vaccins. Les vaccins qui, y compris, répondront aux variants qui sont déjà là ou qui vont arriver. Et qu'on dise, on met le paquet sur les capacités de production pour massifier la vaccination chez nous et dans le reste du monde. Parce que si on ne vaccine pas le reste du monde, tout ce qu'on fera chez nous pourra être totalement percuté par de nouveaux variants. Alors vous dites, c'est ça la responsabilité. On se laisse trimballer, pas tout le monde en tout cas. Un certain Mario Draghi, qui vient à peine d'arriver à la tête de l'Italie, bloque désormais l'exportation des vaccins AstraZeneca vers l'Australie, avec d'ailleurs la bénédiction de la Commission européenne qui lui a demandé de le faire. Et est-ce que c'est comme ça qu'on va gagner notre bras de fer avec les labos ? Il faut arrêter, je l'ai dit, on se fait balloter, manipuler par les laboratoires, et notamment AstraZeneca, qui nous avait promis beaucoup de doses. On a beaucoup investi sur AstraZeneca, c'est 350 millions d'euros pour leur permettre de produire. Et on sait que AstraZeneca a très largement favorisé la Grande-Bretagne. Ça lui permet de vacciner beaucoup plus, a réduit la fourniture de doses à l'Union européenne malgré les engagements et potentiellement exporterait sur d'autres pays. Donc la question n'est pas de se replier sur nous-mêmes, de vouloir nous vacciner tout seuls au détriment du reste du monde, mais c'est d'avoir un rapport de force équilibré avec les labos. AstraZeneca a promis des doses, on a payé. AstraZeneca ne peut pas délocaliser, j'allais dire, une partie des doses qui nous sont promises. C'est bien que ce soit l'Union européenne, parce qu'imaginez la France, on serait planté avec notre Sanofi, parce qu'en plus on a laissé partir Valneva, qui vous savez est ce laboratoire près de Nantes, laboratoire français qui va avoir un vaccin avant Sanofi. On l'a laissé partir en Écosse et fournir des vaccins à la Grande-Bretagne. Donc heureusement qu'il y a l'Europe pour nous, la France. Mais l'Europe aujourd'hui doit imposer un agenda beaucoup plus ambitieux sur les brevets, sur la production et la vaccination au laboratoire, pour l'Europe et pour le reste du monde. Alors, l'Agence européenne des médicaments est en train d'examiner le vaccin russe, le Sputnik V. Moscou propose même des millions, 50 millions un jour, 100 millions le lendemain pour l'Europe. Cette diplomatie vaccinale, là, c'est une claque pour les Européens. C'est une claque... Pas pour tous les Européens, reconnaissons-le. En Allemagne, ils ont Pfizer et BioNTech, ils ont CureVac, ils ont quand même 2 laboratoires qui fournissent des vaccins. Et c'est surtout une claque pour la France. C'est le seul grand pays, le seul pays au Conseil de sécurité qui n'a pas son vaccin, ce qui en dit long sur l'état de notre recherche fondamentale et l'état des relations entre l'État et des laboratoires qui, aujourd'hui, n'ont pas assez investi. Il y a de la diplomatie chinoise en Afrique, notamment. Il y a de la diplomatie russe un peu partout dans le monde. Moi, on ne doit pas faire de politique sur les vaccins. Soit ils répondent aux critères de l'agence européenne et ils doivent être validés, et tant mieux si on accède à des doses, soit ils ne répondent pas aux critères et aux autorisations et il faut l'éviter. Là, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'Union européenne, et notamment l'Agence européenne du médicament, est en train de collaborer avec notamment les laboratoires russes, notamment pour faire valider les processus de production. On nous dit en permanence « Ah non, on ne peut pas reprendre les vaccins ARN messagers, les produire dans d'autres unités de production que l'unité originale. » Non, Novartis va le faire sur d'autres vaccins, notamment sur CureVac. CureVac qui est soutenu par l'équivalent de l'Agence française de développement d'Allemagne, KfW, par la fondation Gates, et qui va y compris produire des vaccins pour le monde entier. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est la bonne approche. Et CureVac est le seul labo à dire « Moi, je suis prêt pour les licences obligatoires, je suis prêt à partager ma recherche, mes brevets pour qu'on vaccine le monde. » Et bien, imposons ça aux autres labos. Puisqu'on est au chapitre de la Russie, quand même, les 27 ont pris une série de sanctions contre des personnalités russes en représailles à l'arrestation de l'opposant Alexei Navalny. Faut-il aussi aller jusqu'à bloquer la construction du gazoduc Nord Stream 2 ? Vous dites oui, et en même temps, vous êtes écologiste, vous n'avez pas très envie que se substitue le gaz de schiste américain. Ah non. Quand on est écologiste, et d'ailleurs c'est ce que nous portons auprès des institutions européennes depuis des années, c'est que si on met le paquet
sur notamment l'isolation des bâtiments en Europe. On n'aura pas besoin du gaz russe. On n'aura pas besoin de gaz russe. En France ou dans l'Europe ? En Europe. Alors l'Allemagne le fait, mais la France est quand même en retard. Ce qui voudrait dire quand même, c'est extraordinaire. On pourrait, en mettant le paquet sur ce qui crée de l'emploi, sur ce qui réduit nos consommations d'énergie, sur ce qui protège le climat, on pourrait se passer du gaz russe et donc de cette complaisance vis-à-vis de Poutine. Nous n'avons pas de politique extérieure commune. Souvenez-vous de l'humiliation du représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure, Borrell, quand il va à Moscou et qu'il apprend devant la presse que des diplomates européens sont expulsés. Ce qui veut dire que nous n'avons pas cette puissance, nous n'avons pas de politique de défense. Et nous rajoutons à ça que nous n'utilisons pas l'économie européenne comme rapport de force avec la Russie ou avec la Chine. Il suffirait, vous savez, l'oligarchie poutinienne, elle vit de Gazprom. Ils vivent de ça. Si à un moment donné, on bloque Nord Stream 2, je peux vous dire que ça changera la politique russe. De la même façon, on a un problème avec la Chine, qui est une dictature, comme depuis longtemps on n'en a pas vu. Les Ouïghours, toutes les autres minorités, Hong Kong. Et en même temps, l'Union européenne passe un accord d'investissement avec la Chine qui va faire qu'on va avoir plus encore de complaisance et d'incapacité à poser nos valeurs. Donc si on veut porter les valeurs de l'Union européenne sur la démocratie, les libertés fondamentales, si on veut défendre notre souveraineté économique, il faut aussi utiliser notre marché pour imposer un changement d'attitude de la Russie comme de la Chine. En France, vous multipliez, vous, les déplacements pour soutenir des candidats écolos régionales et aussi construire votre propre campagne pour la présidentielle de 2022. Si vous aviez été en charge, puisque c'est quand même votre visée, est-ce que vous auriez géré cette crise Covid autrement ? Oui. Je crois que plus la situation est incertaine, plus la détresse psychologique s'installe avec la lassitude, la crise sociale, les difficultés économiques, plus il faut travailler avec l'intelligence collective. Ça fait 1 an que j'ai proposé... Et donc Macron, il ne travaille pas avec l'intelligence collective ? Ça fait 1 an que j'ai proposé que soit mis en place un conseil de sécurité sanitaire où autour de scientifiques, autour évidemment du conseil scientifique, on mettrait aussi les forces politiques, majorité, opposition, les forces sociales, les entreprises, les syndicats de salariés et les associations qui agissent au plus près de celles et de ceux qui sont en difficulté et qui, par exemple, aujourd'hui, n'arrivent plus à manger à leur faim. Pour que ça n'est pas supprimer les prérogatives du président de la République qui, à la fin, doit arbitrer. Mais c'est pour qu'il y ait un partage du diagnostic et pour que, justement, on évite les polémiques, on évite l'instrumentalisation de la crise sanitaire où chacun y va de sa recette et de sa polémique. Ce que veulent les Françaises et les Français aujourd'hui, je crois, justement, c'est que la majorité et les oppositions dépassent leur agenda politique électoral pour ne s'occuper que d'une chose, ensemble, de leur santé. Alors, pour 2022, vous avez appelé à voter pour un président qui a un rapport sain à la démocratie. Oui. Est-ce que ça veut dire que s'il y a un nouveau duel Macron-Le Pen, parce que c'est l'obsession de la classe politique en ce moment, est-ce que vous appellerez encore à voter Emmanuel Macron ? Mais je n'ai jamais eu aucune ambiguïté par rapport à l'extrême droite. J'ai des concurrents ou des adversaires en politique, j'ai des ennemis en politique, ça s'appelle l'extrême droite. Mais je vois aussi d'autres responsables politiques qui en permanence remettent en cause l'indépendance de la justice. Ou vous parlez de l'affaire Sarkozy, bien sûr. Par exemple, ou le fonctionnement de la police. Je vois aussi dans ce moment où le monde va très vite. Je veux dire, c'est très difficile pour les processus démocratiques de s'adapter à la rapidité du monde. Et donc, justement, il faut un rapport sain à la démocratie, ce qui veut dire assumer, non pas de concentrer le pouvoir, c'est ce que fait le président de la République, mais de faire en sorte que dans les entreprises, et c'est ce que je propose, les salariés acquièrent du pouvoir de codécision, que
On donne beaucoup plus de pouvoir aux collectivités et des compétences. Moi, je supporte pas les responsables politiques qui instrumentalisent les colères, qui instrumentalisent les peurs, qui organisent des paniques identitaires aujourd'hui dans ce pays. Mais ce que je veux, c'est que tous les matins, on relocalise l'économie. Et c'est ça la transition écologique. Que tous les matins, on remette de la démocratie, des services publics et de la culture. Et vous verrez que si on combat tous les jours l'extrême droite et ce qui alimente l'extrême droite, colère, sentiment d'abandon, insécurité économique et sociale, eh ben, l'extrême droite, la menace de l'extrême droite disparaîtra dans notre pays. Alors, le Parlement vote mardi prochain votre texte, le texte dont vous êtes le rapporteur en tout cas, qui sera d'ailleurs présenté en juin par la Commission européenne. Il s'agit d'un mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. Alors, on a envie de dire qu'est-ce et puis surtout, à quoi ça va servir le produit de cette taxation carbone en quelque sorte ? Si on doit décarboner notre économie, et on a des objectifs qui vont être de moins 55%, moins 60% d'ici 2030, il ne faut pas que la conséquence, ça soit la désindustrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, des entreprises qui considèrent que, parce qu'elles sont soumises à une politique climatique ambitieuse, vont délocaliser dans des pays qui n'auraient pas la même ambition climatique. Donc l'objectif de cet outil essentiel, c'est de faire un sas à l'entrée du marché européen, ceux qui exportent en Europe de la sidérurgie, qui vont exporter du ciment, qui vont exporter de la chimie ou qui vont exporter de l'électricité, eh ben, soient soumis aux mêmes ambitions climatiques que les entreprises européennes. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de dumping climatique à l'entrée. Et les revenus dont vous parliez, on parle de 5 à 14 milliards, donc vous voyez que la fourchette est très large, eh ben, devraient être affectés justement à la lutte contre le dérèglement climatique et ce qui est toujours important pour nous, à la solidarité avec, dans le monde, les pays qui sont le plus touchés aujourd'hui par le dérèglement climatique, mais qui sont souvent les moins responsables. On pense aux pays les moins développés, par exemple. Merci Yannick Jadot d'avoir été notre invité aujourd'hui. Alors, nous allons nous pencher dans la partie débat dans quelques minutes avec ma camarade de Public Sénat sur la question de la journée de la femme. C'est souvent la journée de la femme et c'est en particulier le 8 mars. Bienvenue dans notre partie débat au féminin d'ici l'Europe, car le 8 mars, nous célébrons la journée internationale de la femme et nous vous proposons donc de radiographier les Européennes qui subissent de plein fouet la crise du Covid-19 avec quel impact sur leur santé mentale et physique ? Violence domestique, accès aux soins, régression de leurs droits et de la cause féministe. La pandémie a modifié au quotidien la vie de 51% de la population vivant pourtant sur le continent le plus progressiste en matière d'égalité des genres. Et pour en parler, eh bien, nous recevons 3 eurodéputés de la Commission des droits des femmes. Karen Melchior, bonjour. Vous êtes avec nous depuis Bruxelles, députée européenne Renew. Alors que votre pays, le Danemark, avec d'ailleurs les autres pays nordiques, assume historiquement un leadership en matière de féminisme mondial. Avec nous également Annika Bruna du Rassemblement national, ce qui correspond au groupe Identité et démocratie. L'un de vos combats, c'est la lutte contre l'indifférence genrée. Et la France fait figure d'élève médiocre dans la lutte contre les violences domestiques qui ont explosé durant la pandémie. Depuis Séville, Lina Galvez Munoz, socialiste, comme le parti au pouvoir en Espagne, un pays qui a investi depuis plus de 10 ans avec succès un combat dans la lutte contre les violences domestiques et renforcer le droit à l'avortement. Lina Galvez Munoz, pour vous, la pandémie, est-ce qu'elle a fait régresser la cause des femmes en Europe ? Bonjour, oui, je pense un peu. Il y a beaucoup de différences entre les pays, mais surtout la régression, je pense, a été vers l'emploi. Parce que le chômage des femmes, ça monte beaucoup de plus que ça des hommes. On ne peut pas avoir les mêmes résultats que dans les dernières crises où le travail des femmes, surtout le travail non payé à la maison, a augmenté. Et aussi, on a l'emploi, le travail au marché n'a pas remonté ou n'a pas augmenté au même que celui des hommes. Et surtout parce que les politiques publiques n'ont pas introduit la vision des genres
comme il faut. Donc maintenant, il faut changer cette vision et il faut l'introduire véritablement dans les politiques, dans les budgets aussi, parce qu'autrement, ça va passer comme des crises précédentes. Alors, Karen Melchior, est-ce que la pandémie, c'est plus difficile à vivre avec le confinement, notamment quand on est une femme, que quand on est un homme ? Oui, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes pendant la pandémie parce que la pandémie a vraiment montré les inégalités de notre société. Les femmes font plus de travail dans les familles, les femmes prennent soin des enfants, de la maison, plus largement que les hommes. Et le confinement dans les maisons, ça a aussi mis en danger les femmes qui vivent dans une relation abusive parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'échapper et aussi les tensions montent et il y avait une vraie augmentation de violences domestiques. Annika Bruna, vous êtes d'accord avec ce constat que la pandémie a profondément modifié l'organisation au sein des familles au détriment bien souvent des femmes ? Oui, complètement. Déjà, je voudrais souligner que cette crise sanitaire a aggravé les différences que les femmes pouvaient subir selon leur précarité, selon leur fait qu'elles étaient en première ligne au point de vue professionnel. Et effectivement, cette crise a été un vrai problème pour la femme. Alors, Madame Galvez-Munoz, l'ONU Femmes a publié en septembre les confinements instaurés pour juguler l'épidémie du Covid-19 a fait, selon leurs études, augmenter les plaintes ou les appels aux autorités, par exemple de 30% à Chypre, en France et en Espagne. C'est vrai que vous avez tenté de lutter contre cela en signalant, par exemple, dans les pharmacies un code masque 19 qui veut dire « je suis battue par mon mari » en quelque sorte. Ça paraît un peu dérisoire, non, comme mesure ou c'est nécessaire ? Je pense que c'est nécessaire parce que là, on doit savoir que même si les chiffres de la violence contre les femmes ils sont assez hauts, c'est pas toute la violence parce qu'il y en a beaucoup qui est encore cachée. Et c'est normal que dans une situation où est fermé à la maison, il faut avoir des mesures pour aider cette femme. Donc, je pense que c'est bien de prendre cette mesure. Il faut aussi s'assurer que les femmes ont les droits vraiment et ont l'opportunité d'avoir un emploi, parce que ça sera plus facile pour elles aussi d'échapper de ces situations de violence à la maison qui ont augmenté précisément parce qu'on était enfermés avec la personne qui l'a violenté, quoi. Karen Melchior, protéger les femmes, la santé des femmes et notamment des femmes enceintes, ça vous paraît logique ? Je précise que la Belgique vient d'inclure les femmes enceintes dans les personnes prioritaires pour la vaccination Covid. Ça vous semble logique et ça devrait être généralisé dans tous les pays européens selon vous ? Je crois aussi que c'est la situation en Danemark que les femmes enceintes ont droit pour les vaccinations plus tôt parce que les systèmes immunitaires c'est touché avec quand on est enceinte, donc c'est nécessaire d'avoir la vaccination plus tôt que le reste de la population qui ne sont pas enceintes. Donc je crois que c'est une très bonne réponse. Je trouve que c'est une bonne idée pour des autres pays aussi, autres que la Belgique et le Danemark. Puisqu'on parle de régression des droits des femmes en pleine pandémie, en octobre dernier, la Cour constitutionnelle polonaise, inféodée à l'État, rendait l'une des décisions les plus controversées de son histoire en suspendant la principale exception à l'interdiction d'avorter, rendant donc l'avortement totalement illégal, même en cas d'anomalie fœtale. Pendant le confinement, le bras de fer a continué pour le droit à l'avortement en Pologne. Notre reporter Gulliver Krab nous en dit plus. Fin janvier, ils étaient des milliers dans les rues polonaises pour réclamer le droit à l'avortement. Depuis, la contestation s'est essoufflée, mais le mouvement Grève des femmes ne veut pas baisser les bras. Le verdict de la soi-disant Cour constitutionnelle sur l'avortement est désormais en vigueur. Du coup, nous nous concentrons sur le plus long terme. Nous nous préparons à bâtir la Pologne d'après-PiS lorsque le parti au pouvoir quittera ses fonctions. Désormais, à travers toute la Pologne, ces affiches, l'œuvre d'une fondation anti-avortement privée. Malgré quelques graffitis hostiles,
Les femmes polonaises n'ont plus guère d'autre choix que de se faire avorter à l'étranger ou prendre des pilules interdites. L'avortement reste permis en cas de menace pour la santé de la mère. Certains médecins font valoir le risque pour la santé mentale en cas de grossesse forcée malgré une anomalie fœtale. Bien sûr, une telle situation aura un impact négatif, non seulement sur la vie et la santé mentale de la femme, mais aussi sur celle de toute sa famille. Mais l'exception sera difficile à faire valoir. Une maladie mentale dangereuse implique généralement l'internement dans une clinique psychiatrique. Les médecins vont alors insister sur une psychothérapie plutôt que de pratiquer l'avortement. Si les médecins sont réticents, c'est parce qu'ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. Le mois dernier, le Parlement polonais a exclu tout débat sur la levée de ces peines. Et les militants anti-avortement veillent dans un paysage politique dominé par les conservateurs. Annika Bruna, qu'est-ce que vous pensez de cette exception polonaise sur l'avortement? Est-ce qu'elle doit être tolérée par l'Union européenne, attachée à la cause des femmes? Et je rappelle que vous faites partie d'un groupe d'extrême droite concurrent de celui des Polonais qui compte des militants anti-avortement. Est-ce que ça doit être toléré? Alors écoutez, moi je suis très attachée à ce que les États membres aient libre choix dans leur position, mais cependant l'IVG est un sujet très, très délicat et nous ne sommes pas opposés à l'IVG dans des cas bien spécifiques, mais surtout nous sommes très attachés au fait de ne pas dépasser le terme de 14 semaines. En effet, au bout de 14 semaines, éthiquement parlant, il y a un développement du fœtus qui se fait et c'est insupportable à notre avis et en plus c'est un réel danger pour la santé de la femme. Or, par contre, ce qui était à déplorer lors de cette crise sanitaire et lors du premier confinement, c'est que les femmes qui voulaient avorter dans ce laps de temps n'aient pas pu le faire. Et là, ça a été un réel problème, effectivement. Donc, comme ça peut l'être en Pologne. Alors en Pologne quand même, Madame Galvez-Munoz, vous avez eu la même histoire côté espagnol, puisqu'en 2013, un projet de loi signé Mariano Rajoy, conservateur, restreignait le droit à l'avortement et il y a eu de nombreuses manifestations qui l'ont obligé à retirer ce projet. C'est un droit à défendre activement quand vous entendez votre voisine dire chaque pays fait ce qu'il veut. C'est vrai ou c'est pas vrai dans notre Europe? Je pense pas. Et je pense que les droits des femmes ils sont des droits humains et que la Commission doit intervenir pour cela parce que les femmes ont toujours avorté. Et on doit savoir ça. Et les choses que nous devons faire, c'est garantir que cet avortement s'est fait d'une manière sécure et pas seulement pour les femmes qui ont l'argent pour le faire. Donc, il faut garantir ces droits. Je pense que c'est bien de respecter chaque pays, mais jusqu'à limite. Et ces limites s'est passé maintenant en Pologne avec cette interdiction. Ça, c'est mon avis. Karen Melchior, on le voit avec l'exemple polonais. En 2021, malgré l'essor du mouvement MeToo, le droit des Européennes à disposer de leur corps est encore menacé et décidé par des hommes. C'est ça la réalité en Europe en 2021 ? Ça, c'est le risque en Europe. On voit qu'en Pologne, le Parlement polonais a réussi avec une loi qui n'est pas réussi en Espagne. C'est un symbole, c'est le commencement de la dégradation de l'état de droit en Pologne. C'est parce que les gouvernements conservateurs ont pris prise de la droit constitutionnel en Pologne qu'ils ont pu faire passer cette loi. Pour moi, l'égalité, ça commence avec le droit de décider sur notre propre corps et ça inclut le droit d'avortement. Oui, c'est dans chaque État membre de décider si on veut avoir ce droit d'avortement, mais si on a décidé de l'avoir, il faudra le respecter pour chaque femme. Je trouve que c'est très important aussi que les États membres mettent des dispositions pour les femmes polonaises pour venir faire des avortements dans des autres pays dans l'Union européenne. C'est un droit européen et ça doit être pour tous les Européennes.
Alors pour tous les Européennes, alors sur le front économique quand même, Madame Bruna, c'est vrai que ce sont des femmes qui trinquent le plus, on l'a déjà noté, les premières qu'on licencie en temps de crise. Vous souhaitez des mesures spécifiques de soutien pour elles, et parfois on parle de salaire maternel, mais ça n'est pas forcément très féministe de penser qu'il faille donner un salaire pour rester à la maison. Écoutez, c'est un sujet auquel j'ai envie de m'attacher parce que c'est vrai qu'on devrait statutairement et en termes de salaire justement valoriser toutes ces femmes qui sont à la maison. On peut le noter après en termes de retraite, c'est une catastrophe pour les femmes qui ont fait le choix d'élever leurs enfants et donc il devrait effectivement y avoir des fonds alloués ou d'autres mesures gouvernementales pour protéger ces femmes, surtout en termes de retraite, parce qu'elles sont très pénalisées lorsqu'elles ont fait le choix d'élever leurs enfants. Madame Galvez-Munoz, vous nous en avez déjà parlé, mais donc sur le front économique, les femmes trinquent, sont les premières à trinquer durant la pandémie. Elles sont plus facilement licenciées et ce n'est pas forcément elles qui vont être réintégrées en premier. Qu'est-ce que l'Europe peut apporter comme réponse pour ces femmes qui sont mises sur le banc de la société économique et du monde de l'emploi à cause de la pandémie? Je pense qu'il a apporté encore beaucoup. Je vais être un peu critique. Il a apporté les choses, que c'est un instrument important pour maintenir l'emploi des personnes, soit des hommes que des femmes. Mais on doit savoir que les plans de récupération, ils sont surtout pensés pour la transition écologique et la transition digitale. Et ce sont des secteurs majoritairement avec des emplois masculins. Donc, il faut mettre au même niveau une troisième transition, la transition vers un Care Deal, on peut dire en anglais que c'est plus facile d'entendre, et les mettre au même lieu. Autrement, ça va passer comme des crises précédentes. Donc, il faut faire un petit peu encore, pas seulement la transversalité, pas seulement le budget, mais il faut le faire avec des indicateurs qu'on peut suivre aussi dans les plans nationaux de récupération, transformation et résilience. Un indicateur féministe, en quelque sorte, que vous nous préconisez. Madame Melchior, est-ce que vous connaissez l'expression de plafond de verre que les femmes ne peuvent jamais dépasser parce qu'elles sont bloquées, elles se heurtent à ce plafond économiquement? Avec le confinement, justement, dans les entreprises, il n'y a pas eu forcément de primes, d'augmentation. Elles n'ont peut-être pas été tellement propulsées en avant. Dans les universités aussi, il y a eu ce distanciel, etc. Et puis la difficulté à passer les concours. Est-ce que ça les a encore plus pénalisées? Oui, parce qu'il y a toujours ces stéréotypes de genre à la maison et dans la famille qui demandent plus de travail non payé des femmes que des hommes dans les familles. Et donc ça rend plus difficile pour les femmes d'avancer dans leur carrière et aussi de se montrer pour des promotions. Je trouve que la pandémie, ça a vraiment renforcé les plafonds de verre, toutes les barrières pour les femmes dans la société. Et donc, c'est très nécessaire qu'on utilise le relancement pour pouvoir faire avancer les femmes. Et parce que l'argent qu'on utilise pour le relancement, ça doit être utilisé pour renforcer l'égalité et pas les dégrader. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat consacré à la journée de la femme. Enfin, ça devrait être 365 jours par an, en fait, Marie, non? On l'espère et vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes.